Tu dois comprendre ta place dans cette maison. » Ces mots ont claqué dans l'air comme un coup de tonnerre en plein après-midi. Patricia me fixait, debout près de la porte du salon, les bras croisés, les yeux durs. Et moi, j'étais simplement assise sur le nouveau canapé gris anthracite, celui qu'elle avait acheté 2 semaines plus tôt dans notre appartement de Villeurbanne, près de Lyon. J'avais posé mes mains sur mes genoux, regardant le soleil se coucher derrière les immeubles. Rien de plus. Mais pour elle, c'était déjà trop. J'ai 78 ans. Je m'appelle Herminie Martin. Pendant plus de 40 ans, j'ai été couturière. Mes doigts connaissaient chaque point, chaque tissu, chaque secret caché entre le fil et l'aiguille. Avant d'habiter ici, j'avais mon petit studio à la Guillotière, un endroit modeste mais tranquille. Je vivais seule, sereinement, jusqu'au jour où j'ai glissé dans ma salle de bain et senti mon fémur se briser net. Après l'hôpital, ma fille m'a dit d'un ton décidé « Maman, tu ne peux plus vivre seule, viens avec nous, on a préparé une chambre. » J'ai accepté. Par nécessité, pas par choix. Depuis ce jour, ma vie s'est réduite à un couloir, une petite chambre au fond et des gestes répétés. Je me lève toujours à 5h30, je prépare le café, je range la vaisselle qui traîne dans l'évier, je balaye la terrasse, j'arrose les plantes du petit jardin. Je parle peu pour ne déranger personne. Daniel, mon petit-fils, me répond à peine entre 2 messages sur son téléphone. Isabelle, ma petite-fille, me sourit encore parfois. André, mon gendre, hoche la tête poliment. Et Patricia? Patricia court toujours, stressée, pressée, distante. Peu à peu, j'ai compris. J'étais utile, mais invisible. Je vivais là sans vraiment exister. Une présence silencieuse, un meuble de plus dans la maison. Puis, un lundi matin, un camion s'est arrêté devant la porte. André a supervisé la livraison avec fierté. Un grand canapé en velours gris, brillant selon la lumière. Patricia l'a caressé du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un trésor. « Enfin, un vrai canapé !» a-t-elle soufflé. Puis, d'une voix sérieuse, « Pas de nourriture dessus, pas de vêtements mouillés, pas de pieds sur les coussins. » Elle a marqué une pause, son regard planté dans le mien. Elle n'a rien ajouté, mais j'ai compris. Alors je n'y ai pas touché. Pendant 2 semaines, j'ai contourné le canapé, admiré sa beauté à distance, me contentant de ma chaise en bois près de la table à manger. Mais ce jeudi-là, mes jambes me faisaient mal. J'avais lavé les draps, monté les escaliers, passé l'aspirateur. La maison était vide, silencieuse. Le canapé, avec ses grands coussins moelleux, me semblait m'appeler. Je me suis assise, juste quelques minutes, le temps que la douleur passe. Le tissu était doux, presque tiède. Je me suis relâchée un instant, les yeux fermés. Et puis j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Patricia est entrée, chargée de sacs. Quand elle m'a vue, elle s'est figée. Les sacs sont tombés, les oranges ont roulé sur le sol. Le silence qui a suivi m'a glacé le sang. « Maman, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit à propos du canapé ?» Sa voix était basse, maîtrisée, mais terrifiante. J'ai voulu expliquer. J'avais mal aux jambes, je me suis juste... « Vous vous êtes cru où ?» a-t-elle coupé net. Puis, plus fort, la phrase qui a tout brisé. « Tu dois comprendre ta place dans cette maison. » Tout s'est figé. André observait sans un mot. Isabelle me regardait, tremblante, au bout du couloir. J'ai senti mon cœur battre trop vite, mes mains trembler. Je me suis levée lentement, sans un mot. J'ai lissé ma jupe, passé devant eux et rejoint ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne l'ai jamais fait, de toute ma vie. Assise sur le bord du lit, j'ai regardé la petite fenêtre donnant sur le jardin. Ce soir-là, j'ai compris ce qui manquait ici. Ce n'était ni la tendresse, ni la conversation. C'était le respect. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain matin, la maison était plongée dans un silence épais, presque hostile. Personne ne m'a adressé un mot. Patricia a bu son café debout, les yeux fixés sur son téléphone. André a enfilé sa veste sans un regard. Les enfants sont sortis sans dire au revoir. J'étais assise dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de café devenue froide. Je sentais que quelque chose flottait dans l'air,
une tension étrange, comme si on attendait que je disparaisse d'elle-même. À 8 heures précises, la sonnette de l'interphone a retenti. 3 coups secs, autoritaires. André est allé ouvrir. Une voix grave, professionnelle, s'est fait entendre dans l'entrée. Quelques secondes plus tard, un homme est apparu dans le salon. Costume gris anthracite, mallette en cuir, regard neutre. « Bonjour madame, huissier de justice, je viens vous remettre une assignation. » Je suis resté immobile, figé. Mes doigts se serraient sur ma tasse. Il a sorti une enveloppe beige, l'a tendue vers moi. Il s'agit d'une assignation en expulsion pour occupant sans droit ni titre. Ces mots résonnaient comme dans un rêve. Patricia s'est approchée, feignant la surprise. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ? » ?»« Oh, je ne comprends pas. » Mais je la connaissais trop bien. Son visage trahissait une gêne mal dissimulée, ce même air qu'elle avait quand elle mentait enfant. J'ai ouvert le courrier d'une main tremblante. Les phrases froides dansaient sous mes yeux. Motif, trouble de cohabitation ayant rendu la vie commune impossible. Trouble de cohabitation. C'est ainsi qu'on décrivait ma présence dans cette maison. Moi, sa mère, qualifiée de trouble. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement reposé le papier sur la table. Patricia est restée muette, André a toussé, mal à l'aise. « Maman, ce n'est pas contre toi. C'est juste, plus simple comme ça, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien répondu. J'ai quitté la pièce en silence. Dans ma chambre, j'ai ouvert mon vieux classeur en carton, celui où je garde les papiers importants. Factures, certificats médicaux, lettres anciennes, et tout au fond, une feuille jaunie, pliée avec soin. Une attestation de virement bancaire datée de 2008. Le document prouvait le transfert de 20 000 € depuis mon compte vers celui de Patricia et André, pour les aider à acheter cet appartement. Je me souvenais de ce jour comme si c'était hier. Patricia pleurait, le prêt risquait d'être annulé. Je n'avais pas hésité une seconde. J'avais vendu mon petit studio à la guillotière pour leur donner cet argent. Et aujourd'hui, c'était dans ce même appartement qu'on me mettait dehors. Je me suis assise sur le lit, tenant la feuille entre mes doigts. J'ai senti la colère monter. Pas une colère bruyante, non, une colère digne, celle qu'on ne montre pas, mais qui brûle à l'intérieur. J'ai compris que je n'étais plus chez moi depuis longtemps, que tout cela n'était qu'une illusion de famille. Alors, calmement, j'ai pris une décision. J'ai sorti mon vieux téléphone à clapet et j'ai composé le numéro de Madame Élise, une amie de toujours. Sa voix chaleureuse m'a apaisé dès le premier mot. « Herminie, cela fait des semaines. Comment vas-tu ?»« Pas très bien, Élise. J'aurais besoin d'un conseil, ou peut-être d'un toit pour quelques jours. » Elle n'a pas hésité une seule seconde. « Ma porte t'est grande ouverte, ma chère. Viens quand tu veux. » J'ai raccroché, le cœur battant mais plus léger. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. Je me suis levée et sorti 2 petites valises de sous le lit et j'ai commencé à plier mes affaires. Quelques vêtements, mes médicaments, mes papiers, ma boîte à couture. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois ma chambre, petite, étroite, mais remplie de mes souvenirs de 2 ans. Sur la table de nuit, j'ai laissé la clé, un geste simple, presque symbolique. Puis, sans un mot, j'ai refermé la porte derrière moi. Je partais par choix, avant qu'on ne m'en chasse. Et dans l'escalier, pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré profondément. L'air froid du matin avait le goût de la liberté. Quand je suis arrivé devant la maison de Madame Élise, perchée sur les hauteurs de la Croix-Rousse, j'ai eu l'impression de retrouver un bout de mon ancienne vie. Une façade claire, un petit jardin fleuri, des rideaux blancs qui bougeaient doucement derrière les vitres. Elle m'attendait sur le pas de la porte, le sourire grand ouvert. « Entre, ma belle, tu es chez toi ici. » L'odeur du café chaud se mêlait à celle du pain grillé. La table était déjà dressée, confiture maison, beurre, fruits frais. « Tu dois être épuisée. Bois un peu, on parlera après. » Je me suis assise. Pour la première fois depuis des mois, on me servait sans soupir, sans reproche. La chaleur de la tasse entre mes mains a suffi à faire tomber quelque chose en moi, comme un poids que je portais depuis trop longtemps. Ma chambre donnait sur le petit jardin. Un grand lit, une commode ancienne,
des rideaux à fleurs et surtout une fenêtre ouverte sur le ciel. Je me suis allongée un instant, écoutant le calme, les bruits de la rue, les enfants qui riaient plus bas. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où je m'étais sentie en sécurité. Les jours suivants, j'ai commencé à reconstruire une routine. Je me levais tôt, par habitude. Je préparais le café, puis sortais acheter le pain à la boulangerie du coin. Les commerçants du quartier étaient aimables, bavards, curieux. À la mercerie, la patronne, une dame rieuse aux cheveux gris, a remarqué mes mains. « Vous savez coudre, vous, je le vois tout de suite. » J'ai souri. 40 ans de couture, ça laisse des traces. Si jamais vous cherchez un peu de travail, j'ai des clientes qui manquent d'une bonne retoucheuse. C'est comme ça que tout a recommencé. Une voisine, Madame Carmen, m'a confié une robe à ajuster. Puis ce fut un pantalon, une fermeture à changer, un ourlet à refaire. Chaque soir, le petit ronronnement de ma vieille machine remplissait la maison. Tac, tac, tac. Le son régulier de l'aiguille sur le tissu. Élise disait que c'était la musique du bonheur retrouvé. Peu à peu, je retrouvais mon équilibre. Travailler de mes mains me redonnait une place, une utilité. Je n'étais plus un fardeau, mais une femme capable, debout, vivante. Je gagnais un peu d'argent, assez pour acheter mes tissus, mes bobines de fil colorés, quelques fleurs pour le jardin. Et surtout, je retrouvais quelque chose que j'avais perdu, l'estime de moi-même. Un matin, alors que je repassais des rideaux, Élise est entrée dans la cuisine avec une enveloppe à la main. « C'est pour toi, Herminie. Ça vient de la banque. » Je l'ai ouverte sans méfiance, pensant à une erreur administrative. Mais dès les premières lignes, mon cœur s'est emballé. Il s'agissait d'un courrier du banquier annonçant la fin du remboursement du prêt immobilier de Patricia et André. Tout était réglé. Mais en bas de la page, sous les noms des emprunteurs, figurait le mien. Tiers mentionné pour participation financière à l'acquisition du bien. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Ainsi, la banque reconnaissait ma contribution. Ce papier, oublié depuis des années, prouvait que j'avais une part dans cette maison. Cette maison d'où l'on m'avait chassée comme une étrangère. Élise m'observait en silence. « Tu savais que ton nom était là ? » Non, je l'avais complètement oublié. Elle a posé sa main sur la mienne, ferme et rassurante. « Alors, ma chère, il est temps de faire valoir tes droits. » Mes droits ? À mon âge ? Justement, ce n'est pas une question d'âge, mais de dignité. Tu ne réclames pas un cadeau, tu réclames justice. Ces mots ont résonné longtemps dans ma tête. Cette idée me faisait peur, bien sûr. Aller voir un avocat, se confronter à ma propre fille. Mais au fond, Élise avait raison. Il y avait un temps pour supporter et un temps pour se relever. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie prête à défendre mon histoire, calmement, mais fermement. Quelques jours plus tard, j'ai pris le tram avec Madame Élise jusqu'au centre de Lyon. Nous avions rendez-vous avec Maître Henri, un jeune avocat que sa voisine lui avait chaudement recommandé. Son cabinet se trouvait dans un immeuble ancien, au 3e étage, avec une grande fenêtre donnant sur la Saône. Quand nous sommes entrés, il nous a accueillis avec un sourire courtois. « Bonjour, mesdames. Entrez, je vous en prie. » Je me sentais un peu intimidée. J'avais toujours évité les affaires de justice. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de caprice ni de vengeance. Il s'agissait de mon droit, de ma dignité. Je lui ai tout raconté. Sans exagération, sans larmes. La vente de mon petit studio à la Guillotière, le virement de 20 000 € à ma fille et son mari, le document de la banque, puis l'expulsion, chaque détail. Il a pris des notes sans m'interrompre, attentif, précis. Quand j'ai terminé, il a penché la tête, réfléchissant un instant avant de dire calmement « Madame Martin, ce que vous me décrivez correspond à une participation financière directe à l'achat du bien. Même si le logement est à leur nom, votre apport est prouvé. » Je hochai la tête, serrant mes mains sur mes genoux. « Mais je ne veux pas de scandale, maître. Je veux juste que ce soit reconnu. » Il a souri. « C'est parfaitement possible, et sans guerre de famille. » Il m'a ensuite expliqué, avec des mots simples, les 2 voies possibles. D'abord, la notion de créance pour enrichissement sans cause. Votre fille s'est enrichie grâce à votre argent,
sans justification. La loi prévoit que vous puissiez récupérer la somme, ajustée selon la valeur actuelle. Et la deuxième, ai-je demandé. Le reconnaissance d'une indivision de fait. En clair, une part du bien vous appartient moralement et juridiquement, même si elle n'est pas écrite sur le titre de propriété. Il m'a regardé droit dans les yeux. Dans les deux cas, vous avez un dossier solide, mais avant d'aller au tribunal, je préfère proposer une conciliation. C'est plus humain, plus apaisé. Il a pris un calendrier. Nous enverrons une convocation au couple pour une rencontre officielle. Si un accord est possible, nous éviterons un procès long et coûteux. Je restais silencieuse, émue par sa clarté et sa bienveillance. Il ajouta encore « Et puis, en ce moment, c'est la trêve hivernale. Vous savez, pendant cette période, on ne peut pas expulser les gens de leur logement. C'est une règle française qui protège la dignité humaine. » Il a marqué une pause. Malheureusement, on ne l'a pas respecté dans votre cas, mais cela montre bien à quel point la justice doit parfois rappeler aux gens un peu d'humanité. Ces mots m'ont touchée. Je n'avais jamais pensé à la justice comme à quelque chose d'humain. Je la voyais froide, distante. Mais dans la voix de ce jeune avocat, il y avait de la chaleur, de la conviction. En sortant du cabinet, Élise m'a serré le bras. « Et, tu vois, je t'avais dit qu'il était bon. » Je regardais le ciel gris au-dessus des toits de Lyon, les passants pressés, les bus qui passaient. Pour la première fois depuis longtemps, j'avançais la tête haute. Ce soir-là, assise dans la cuisine d'Élise, une tasse de tisane entre les mains, j'ai pensé à tout ce qui venait de se passer. Je ne cherchais pas à punir ma fille. Je ne voulais pas qu'elle souffre, ni même qu'elle s'excuse. Je voulais seulement que la vérité soit dite, que la justice reconnaisse ce que j'avais donné, ce que j'avais perdu et ce que je valais encore. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Et cette différence-là changeait tout. Je me suis promis que, quoi qu'il arrive, je garderai la tête droite. Plus jamais victime silencieuse. Désormais, je défendrai ma vie avec élégance et fermeté, sans haine, mais sans peur. Le jour de l'audience, le ciel de Lyon était couvert, lourd, comme s'il pressentait la tension qui m'habitait. Madame Élise m'avait accompagnée jusqu'à l'entrée du tribunal judiciaire, mais elle n'avait pas le droit d'entrer. Avant que je franchisse la porte, elle m'a serré les mains. « Reste calme, Herminie. Tu n'as rien à prouver, juste à dire la vérité. » J'ai hoché la tête, le cœur battant. Dans la petite salle de conciliation, tout semblait trop clair, trop net. Une table ovale, des chaises métalliques, un conciliateur assis au centre, le regard neutre. À ma droite, Maître Henri, concentré, feuilletait nos documents. À ma gauche, la porte s'est ouverte. Patricia et André sont entrés, suivis d'un avocat plus âgé, costume sombre, attaché-case à la main. Ma fille ne m'a pas salué. Pas un mot, pas un signe. Elle s'est assise en face de moi, raide, les yeux rivés sur la table. André, lui, a simplement soupiré, mal à l'aise. Le conciliateur a pris la parole. « Nous sommes ici pour tenter un accord amiable avant toute procédure judiciaire. » Sa voix posée remplissait la pièce d'un calme étrange. Il a invité Maître Henri à exposer notre demande. Mon avocat s'est levé, précis, respectueux. Ma cliente, Madame Herminie Martin, a versé en 2008 la somme de 20 000 € pour financer l'achat du logement actuellement détenu par sa fille et son gendre. Cette contribution est prouvée par l'attestation bancaire et reconnue par la banque comme participation au financement. Compte tenu du temps écoulé et de la valeur actuelle du bien, nous réclamons une indemnisation équitable de 35 000 € payable en 2 versements égaux de 17 500 € dans un délai de 60 jours. Il s'est rassis tranquillement. L'avocat de Patricia a pris la parole à son tour, plus sec. Ma cliente considère qu'il s'agissait d'une donation sans contrepartie, un geste familial, sans attente de retour. « Une donation, » répéta Maître Henri calmement, « ne justifie pas une expulsion déguisée sous forme d'assignation. » Un silence a suivi. Je sentais le rouge me monter aux joues, mais je me suis retenue de parler. C'est Patricia qui a brisé le silence. « Maman, pourquoi tu fais ça? On t'a hébergée pendant des années. » Je l'ai regardée, droit dans les yeux. « Hébergée? Non, ma fille. J'ai vécu dans cette maison que j'ai contribué à acheter. J'ai donné mon argent, mon temps, et tu m'as chassée sans un mot. » Ma voix tremblait.
mais pas de colère, de vérité. Le conciliateur a levé la main. « Restons calmes, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour trouver une solution, pas pour rouvrir les blessures. » Les négociations ont continué longtemps. Chuchotements entre avocats, chiffres griffonnés sur des papiers, soupirs d'exaspération. Moi, je restais immobile, regardant ma fille sans haine, mais sans faiblesse. Je n'étais plus la mère effacée qui demandait pardon d'exister. Finalement, après plus d'1 heure, l'avocat de Patricia a soupiré. Ma cliente accepte la proposition, 35 000 € en 2 paiements. Le conciliateur a noté chaque mot, a fait signer les documents, puis a déclaré d'un ton neutre « L'accord est homologué ». Je me suis levée doucement. Patricia aussi. Elle m'a lancé un regard froid. « J'espère que tu es satisfaite maintenant. » Je l'ai regardée sans détour. « Non, Patricia. Je ne suis pas satisfaite. Mais au moins, j'ai retrouvé ma dignité. » Elle a baissé les yeux. André n'a rien dit. Je suis sortie de la salle le souffle court, mais le dos droit. Dehors, Élise m'attendait sur un banc. Quand elle m'a vue, elle s'est levée d'un bond. « Alors » ? 35 000 €, 2 versements. Elle a souri, soulagée. Ce n'est pas une fortune, mais c'est ta victoire. Quelques semaines plus tard, un appel de la banque a confirmé la réception du premier versement. 17 500 € sur mon compte. Je me souviens avoir fixé longtemps l'écran de mon téléphone, le cœur serré. Ce n'était pas l'argent qui me bouleversait, c'était le symbole. Cette somme représentait la reconnaissance de tout ce qu'on m'avait pris. Ma voix, ma place, mon respect. Ce jour-là, j'ai respiré profondément, comme si je retrouvais enfin de l'air après des années d'apnée. Je n'étais plus l'invitée tolérée, ni la vieille qu'on supporte. J'étais une femme libre, à nouveau maîtresse de sa vie. Avec la somme reçue, j'ai réfléchi longuement à ce que je voulais vraiment. Je ne rêvais plus de luxe ni de revanche. Je voulais simplement un toit à moi, un endroit où personne ne me dirait plus jamais « Tu dois comprendre ta place dans cette maison ». Grâce à l'aide d'un agent immobilier bienveillant, j'ai trouvé une petite maisonnette en viager, à quelques rues de la Croix-Rousse. Une dame âgée, charmante, cherchait quelqu'un de sérieux pour reprendre son bien en douceur. J'ai versé un bouquet de 50 000 € et accepté une rente mensuelle modeste. C'était un accord juste, humain, adapté à mes moyens et à mon âge. Quand j'ai tourné la clé dans la serrure pour la première fois, j'ai ressenti une émotion que je ne saurais décrire. La maison était simple, 2 petites pièces, une cuisine claire, une cour fleurie, mais c'était chez moi. J'ai placé ma vieille machine à coudre près de la fenêtre, là où la lumière du matin caressait le tissu. Sur la table, un pot de fleurs offert par Élise. Et dans le salon, un petit canapé beige, pas cher, mais confortable. Je pouvais enfin m'y asseoir quand je voulais, comme je voulais, sans craindre un regard ou une remarque. Les jours ont trouvé un rythme doux. Je cousais le matin, faisais mes courses au marché, partageais le thé de l'après-midi avec Élise. Parfois, je regardais les passants depuis la fenêtre, simplement heureuse d'être libre. Un après-midi, Madame Thérèse, une voisine du quartier, est venue frapper à ma porte. « On m'a parlé de vous, Herminie », m'a-t-elle dit. « Ma fille se marie dans 2 mois et cherche quelqu'un pour lui faire sa robe. » J'ai senti mon cœur battre plus vite. Une robe de mariée. Cela faisait des années que je n'en avais pas confectionné une. Ce serait un honneur, ai-je répondu. Pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé chaque jour sur cette robe de mariée, choisissant les tissus avec soin, ajustant chaque détail à la main. La jeune femme venait essayer la robe, ses yeux brillants d'émotion. Le matin du mariage, quand je l'ai vue entrer dans l'église, radieuse dans ma création, les larmes me sont montées aux yeux. Je n'avais pas seulement cousu une robe, j'avais recousu un morceau de moi-même. Quelques semaines plus tard, Isabelle, ma petite fille, est venue me rendre visite. Elle avait maintenant 16 ans, plus assurée, mais toujours douce. « Mamie, je peux venir apprendre à coudre avec toi ?» Son sourire timide m'a bouleversée. Nous avons passé des après-midi entiers à apprendre les points de base, à rire quand le fil s'en mêlait. Elle me racontait sa vie au lycée, ses rêves, ses peurs. Je l'écoutais, sans reproche, heureuse qu'elle ait retrouvé le chemin jusqu'à moi. Je ne cherchais plus à réparer le passé, seulement à transmettre ce qui restait de beau. 2 saisons ont passé. Les feuilles de la Croix-Rousse sont devenues dorées, puis la neige a blanchi les toits.
Ma vie s'est remplie de petites joies. Un thé partagé avec Élise, une séance de cinéma du dimanche, les rires d'Isabelle, le ronronnement familier de ma machine. J'avais retrouvé mon équilibre, mon calme, ma place. Certains soirs, je m'assois sur mon canapé, je regarde autour de moi et je souris. Je pense à tout ce chemin parcouru, à la douleur transformée en force. Le respect, j'ai compris, ne se réclame pas. Il se reconquiert, pas à pas, par la manière dont on choisit de se relever. Et moi, je me suis relevée, avec élégance, sans haine, mais avec fierté. Aujourd'hui, quand la lumière du soir inonde ma petite maison, je me dis simplement « Mon chez-moi, c'est là où je peux m'asseoir sans avoir à demander la permission ». Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.